Ils ont accusé le garçon d'être un voleur parce qu'il était pieds nus. Le millionnaire l'a embrassé et a dit « Enfin, je t'ai trouvé le matin d'octobre, à Marseille, s'annonçait gris, avec ce Mistral qui fouettait les ruelles étroites du quartier des Baumettes. » Luan, 12 ans, serrait dans sa main quelques pièces de monnaie qu'il avait soigneusement comptées 3 fois. Ses pieds nus, durcis par des années de pavés et de bitume, le portaient vers la boulangerie chez Marcel, où l'odeur du pain frais lui rappelait toujours les rares moments de bonheur de son enfance. « Bonjour, monsieur », dit-il d'une voix timide, en entrant dans la boutique aux murs carrelés de blanc, où les croissants dorés s'alignaient derrière la vitrine, comme des trésors inaccessibles. « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » Marcel Dubois, la cinquantaine bedonnante et le tablier taché de farine, leva les yeux de sa caisse enregistreuse. Son regard balaya le garçon de haut en bas, s'arrêtant sur ses pieds nus et ses vêtements usés, un jean troué aux genoux et un pullover trop grand qui avait dû appartenir à quelqu'un d'autre. « Hé, gamin, qu'est-ce que tu fais là ?» aboya-t-il, sa voix résonnant dans la petite boutique. « Tu crois que c'est un endroit pour les va-nu-pieds ?» Luan tendit sa main tremblante avec les pièces. « J'ai l'argent, monsieur. Regardez. » Mais Marcel s'était déjà approché, menaçant. Derrière lui, Madame Petit, une cliente habituelle aux cheveux permanentés, serrait son sac à main contre sa poitrine, comme si Luan allait le lui arracher. « Les gamins comme toi, je les connais, » gronda Marcel, en pointant un doigt accusateur. « Vous entrez ici pour voler, et après vous jouez les innocents. Allez, dehors, et plus vite que ça !»« Mais monsieur, je n'ai rien volé !» protesta Luan, les larmes montant à ses yeux. « Je veux juste acheter du pain pour grand-mère Céline. »« Grand-mère, mon œil, tu mens comme tu respires. Je vais appeler la police. » C'est à ce moment précis qu'Augustin Moreau poussa la porte de la boulangerie. À 62 ans, cet homme aux tempes argentées portait un manteau en cachemire noir qui respirait l'élégance discrète. Président-directeur général d'une chaîne d'hôtels de luxe, il avait l'habitude de s'arrêter chez Marcel chaque matin pour acheter ses pains au chocolat préférés. Mais ce matin-là, en voyant le garçon aux pieds nus, Augustin se figea. Le temps sembla s'arrêter. Son cœur se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Ses yeux verts si particuliers, avec cette petite tache dorée dans l'iris gauche. Cette forme du visage, ce nez légèrement retroussé, cette bouche. « Marina !» murmura-t-il, si bas que personne ne l'entendit. 15 ans. 15 ans qu'il cherchait cet enfant. 15 ans qu'il payait des détectives privés, qu'il épluchait les dossiers d'adoption, qu'il visitait orphelinats et foyers. 15 ans depuis ce jour horrible où Marina, son amour, sa femme, avait été assassinée et où leur fils de 2 ans avait disparu sans laisser de traces. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Augustin d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme. Marcel se tourna vers lui avec déférence. « Ah, monsieur Moreau, ce petit voyou essaie de me faire des histoires. Il veut me faire croire qu'il a de l'argent, mais regardez-le, pieds nus en plein octobre, c'est sûrement un voleur. » Augustin s'approcha lentement de Luan, comme s'il craignait que l'enfant ne s'évapore s'il faisait un geste brusque. De près, la ressemblance était encore plus saisissante. Ce grain de beauté sur la tempe droite, exactement là où Marina en avait un. Cette façon de froncer les sourcils quand il était contrarié, exactement comme lui-même le faisait. « Comment tu t'appelles, mon garçon ?» demanda-t-il avec une douceur qui surprit tout le monde dans la boutique. « Luan, monsieur ?» répondit l'enfant en essuyant ses larmes d'un revers de manche. « Luan comment ?»« Luan Dubois. Enfin, c'est le nom que grand-mère Céline m'a donné. Elle dit que c'était écrit sur un petit papier dans mes vêtements quand elle m'a trouvé. » Le cœur d'Augustin s'emballa. Luan. C'était exactement le prénom qu'ils avaient choisi, Marina et lui. Un prénom d'origine bretonne qui signifiait « lumière », parce que cet enfant avait été leur lumière dans l'obscurité de leur vie difficile. Sans réfléchir, Augustin tendit les bras et serra l'enfant contre lui. Luan, surpris mais étrangement réconforté par cette étreinte inattendue, ne résista pas. « Enfin, je t'ai trouvé !» murmura Augustin dans ses cheveux ébouriffés qui sentèrent le soleil et la liberté. « Mon Dieu, enfin,
Je t'ai trouvé. Marcel et Madame Petit échangèrent des regards stupéfaits. Que se passait-il? Pourquoi ce riche homme d'affaires serrait-il dans ses bras ce petit vagabond? Monsieur Moreau, balbutia Marcel, vous connaissez ce gamin? Augustin relâcha doucement Luan, mais garda une main protectrice sur son épaule. Ce garçon, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, est peut-être mon fils. Le trajet en Bentley jusqu'au quartier nord de Marseille fut silencieux. Luan, assis sur le cuir beige de la banquette arrière, n'osait toucher à rien. Il n'avait jamais été dans une voiture si luxueuse. L'habitacle sentait le cuir fin et l'eau de Cologne, si différent des odeurs familières de friture et d'humidité de son quartier. « Tu n'as pas peur ?» demanda finalement Augustin en observant l'enfant dans le rétroviseur. « Non, monsieur. Grand-mère Céline m'a toujours dit de faire confiance aux gens qui ont de la bonté dans les yeux. Vous avez de la bonté dans les yeux. » Cette réponse simple bouleversa Augustin. Marina disait exactement la même chose. Elle avait cette capacité innée à déceler la bonté chez les gens, même dans les situations les plus sombres. La Bentley s'arrêta devant une HLM de 8 étages, aux façades taguées, dans le quartier de la Castellane. Entre les barres d'immeubles, quelques palmiers rachitiques tentaient de survivre dans des carrés de terre craquelés. Des enfants jouaient au foot avec une boîte de conserve, leurs cris résonnant entre les murs de béton. « C'est là que j'habite », dit Luan, en montrant une fenêtre du 3e étage où pendait du linge coloré. « Grand-mère Céline va être surprise de vous voir. » Ils montèrent par l'escalier. L'ascenseur était encore en panne, dans une cage d'escalier aux murs couverts d'inscriptions et qui sentait l'urine et le désinfectant. Augustin, habitué au palace et aux bureaux feutrés, découvrait un monde qu'il ne connaissait que par les statistiques économiques. Céline Rousseau ouvrit la porte avant même qu'il n'ait frappé. 70 ans, les cheveux blancs tirés en chignon. Elle portait une robe à fleurs usée mais propre et un tablier brodé. Ses yeux bleus, délavés par l'âge mais encore vifs, allèrent de Luan à l'homme élégant qui l'accompagnait. « Luan, mon petit, tu m'as fait peur. Tu es parti ce matin et... » Elle s'interrompit en voyant Augustin. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ?» L'appartement était minuscule, un 2 pièces où chaque centimètre carré était optimisé. Les meubles dépareillés avaient vécu plusieurs vies, mais tout était d'une propreté méticuleuse. Sur le buffet trônaient des photos de Luan, à différents âges, depuis ses 3 ans jusqu'à maintenant. Au mur, un crucifix côtoyait un calendrier des postes. « Grand-mère Céline », dit Luan, en prenant la main ridée de la vieille dame. « Ce monsieur pense qu'il est mon papa. » Céline chancela légèrement et s'assit lourdement sur une chaise en formica. « Votre papa ? Mais... » Madame, dit Augustin en s'asseyant en face d'elle, je sais que cela peut paraître incroyable, mais il y a 15 ans, mon fils a disparu. Sa mère a été assassinée, et lui, on ne l'a jamais retrouvé. Aujourd'hui, en voyant Luan, j'ai reconnu ses yeux, les yeux de sa mère. Céline porta une main tremblante à sa poitrine. Mon Dieu, vous parlez de la petite Marina ? Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Augustin se pencha en avant. Vous l'avez connue. Si je l'ai connue. Les yeux de Céline se remplirent de larmes. Cette pauvre petite, elle venait parfois au marché des Capucins avec son bébé. Un petit ange, avec des boucles blondes et des yeux verts comme des émeraudes. Elle me disait qu'elle avait épousé un homme bon, un homme riche qui l'aimait malgré son passé difficile. Augustin sentit sa gorge se serrer. « Comment avez-vous trouvé Luan ?» C'était en novembre 2009. Il faisait un froid de canard. J'étais sorti acheter des médicaments à la pharmacie quand j'ai entendu des pleurs derrière les poubelles de l'immeuble d'à côté. Un petit bout de chou de 2 ans, à moitié mort de froid et de faim, avec juste un bout de papier épinglé à ses vêtements où il y avait écrit « Luan » et « S'il vous plaît, sauvez-le ». Elle se leva pour prendre un petit carnet dans le tiroir du buffet. J'ai gardé le papier. J'ai toujours pensé qu'un jour, quelqu'un viendrait le chercher. D'une main tremblante, elle tendit à Augustin un morceau de papier jauni par le temps. L'écriture était celle de Marina. Cette écriture penchée qu'il connaissait par cœur, qu'il avait vue sur 1000 petits mots d'amour. « Mon Dieu !» murmura-t-il.
C'est bien elle, c'est bien l'écriture de Marina. Luan, qui avait écouté en silence, s'approcha de Céline. Alors, c'est vrai, grand-mère, cet homme est vraiment mon papa? Céline prit le visage de l'enfant entre ses mains ridées. Mon petit cœur, regarde-le bien. Vous avez le même nez, la même façon de froncer les sourcils quand vous réfléchissez. Et ses yeux verts, avec cette petite tache dorée que tu as héritée de ta maman. 3 jours plus tard, les résultats du test ADN que le docteur Bernstein avait fait faire en urgence tombaient comme un coup près. 97% de compatibilité. Luan était bien le fils d'Augustin Moreau. Ce soir-là, dans le salon de sa villa à Cassis qui dominait la Méditerranée, Augustin regardait son fils dormir sur le canapé en cuir blanc. L'enfant avait refusé la chambre d'amis, trop grande, trop silencieuse, et préférait s'endormir là, près de son père retrouvé. 15 ans. 15 ans pendant lesquels cet enfant avait grandi sans lui, élevé par la bonté d'une femme qui n'avait rien mais qui avait tout donné. 15 ans pendant lesquels lui, dans sa douleur et sa culpabilité, s'était enfermé dans le travail, multipliant les acquisitions d'hôtels comme autant de tentatives pour combler le vide. Il observait le visage paisible de Luan, ses traits qui étaient un mélange parfait de Marina et de lui-même. Demain, il l'emmènerait chez le coiffeur, lui achèterait des vêtements neufs, l'inscrirait dans la meilleure école privée de Marseille. Il lui donnerait tout ce qu'il n'avait pas pu lui donner pendant ces 15 années perdues, mais quelque chose dans l'expression de l'enfant endormi lui disait que ce ne serait pas si simple. « Je veux retourner chez grand-mère Céline. » Ces mots, prononcés 3 semaines plus tard au petit déjeuner dans la salle à manger, aux baies vitrées donnant sur la piscine à débordement, frappèrent Augustin comme une gifle. Luan, assis devant un petit déjeuner digne d'un palace, croissants frais, confiture maison, jus d'orange pressé, fruits exotiques, ne touchait à rien. Il regardait fixement ses mains, ces mêmes mains qui, quelques semaines plus tôt, comptaient des pièces de monnaie pour acheter une baguette. « Mais pourquoi, mon fils ?» demanda Augustin en posant sa tasse de café. « Tu as tout ici, ta propre chambre, une salle de bain, des vêtements neufs, des livres, un ordinateur. » « Ce n'est pas ça, » murmura Luan. « C'est trop grand, trop silencieux, et grand-mère Céline me manque. Elle doit s'inquiéter, elle doit se sentir seule. » Augustin s'assit à côté de son fils sur la banquette de velours beige. Il avait cru bien faire en l'emmenant vivre dans sa villa, en l'éloignant de cette HLM bruyante et surpeuplée. Il voulait lui offrir le meilleur, rattraper le temps perdu. Mais il commençait à comprendre qu'il n'avait peut-être pas pris la bonne décision. « Tu sais, dit-il doucement, ta mère, Marina, elle aussi venait d'un milieu modeste. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait peur de ce monde-là. Elle disait qu'elle avait l'impression d'être un poisson hors de l'eau. » Luan leva enfin les yeux vers son père. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Pourquoi maman est morte? Pourquoi j'ai été abandonné ?» C'était la première fois que Luan l'appelait « papa ». Ce simple mot bouleversa Augustin, qui dut lutter contre les larmes qui lui montaient aux yeux. « Ta mère, » commença-t-il d'une voix tremblante, « était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, pas seulement physiquement, belle dans son cœur. Elle travaillait comme serveuse dans un café du Vieux-Port quand je l'ai rencontrée. Moi, j'étais déjà dans les affaires, j'avais de l'argent, mais j'étais malheureux. Quand elle est entrée dans ma vie, tout a changé. » Il se leva et alla chercher dans son bureau une photo dans un cadre en argent. Marina, 25 ans, souriait en tenant un bébé blond aux yeux verts dans ses bras. « Nous nous sommes mariés malgré l'opposition de ma famille. Il trouvait qu'elle n'était pas de notre milieu. Puis tu es né, et c'était le plus beau jour de notre vie. Mais il y avait des menaces. » « Des menaces ? Ton grand-père paternel avait des affaires louches, des liens avec des gens dangereux. Quand j'ai voulu m'en éloigner, ils ont voulu me faire payer. Un soir, pendant que j'étais en voyage d'affaires à Paris, ils sont venus à la maison. Ta mère a réussi à te cacher, à te confier à quelqu'un avant qu'il ne la tue. » Luan serra la photo contre lui. « Elle m'a sauvé. Elle t'a sauvé, oui. Et Céline t'a élevé avec tout l'amour du monde. Je ne pourrai jamais assez la remercier. » Ce jour-là, ils partirent ensemble chez Céline.
La vieille dame les accueillit avec un sourire qui cachait mal sa tristesse. Elle avait maigri, ses yeux étaient cernés. Elle, qui avait élevé Louane comme son propre petit-fils, se retrouvait seule dans son petit appartement. « Grand-mère Céline !» dit Louane en se jetant dans ses bras. « Tu m'as manqué. Pourquoi tu ne viens pas habiter avec papa et moi ?» Céline échangea un regard avec Augustin. « Mon petit cœur, je ne saurais pas vivre dans un endroit si grand, si beau. J'ai mes habitudes ici, mes voisines, mon petit monde. Alors moi, je reste avec toi. » Augustin sentit son cœur se briser. Il venait de retrouver son fils et déjà, il allait le perdre à nouveau. Mais en voyant la détermination dans les yeux verts de Louane, il comprit quelque chose d'essentiel. L'amour, ce n'était pas posséder, c'était permettre à l'autre d'être heureux. Et si, commença-t-il lentement, et si nous trouvions une solution qui nous convienne à tous? 6 mois plus tard, la villa de Cassis avait été vendue. Augustin avait acheté une grande maison dans le quartier du Roucas-Blanc, avec vue sur la mer, mais proche des quartiers populaires. Une maison avec assez de chambres pour accueillir Céline, qui avait finalement accepté de les rejoindre. Le soir, ils dînaient tous les 3 dans la cuisine, pas dans la salle à manger trop formelle, autour d'une table en bois où Céline préparait ses recettes provençales. Louane aidait, Augustin apprenait. Ils formaient une famille étrange, recomposée, mais unie par un amour plus fort que les conventions sociales. Louane avait intégré l'école publique du quartier, pas le prestigieux lycée privé qu'Augustin avait d'abord choisi. Il s'était fait des amis de tous les milieux, gardant cette simplicité et cette générosité que Céline lui avait transmise. Un an jour pour jour après leur retrouvailles, Augustin organisait une fête dans le jardin de la maison. Il avait invité les amis de Louane du quartier, mais aussi ses collaborateurs et relations d'affaires. Un mélange improbable qui aurait pu mal tourner, mais qui se révéla magique. Marcel le boulanger était là. Il s'excusait encore de son comportement lors de cette fameuse matinée. Les voisins de la Castellane côtoyaient les directeurs d'hôtel. Les enfants des HLM jouaient avec les fils de bourgeois marseillais. « Papa !» dit Louane, en s'approchant d'Augustin qui contemplait cette étrange assemblée. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite de sa main d'adolescent de 13 ans. « Papa, aujourd'hui, ça fait 1 an que tu m'as trouvé. 1 an que ma vie a changé. Au début, j'avais peur. Peur de ne pas être assez bien pour ton monde. Peur que tu découvres que je n'étais qu'un petit voyou des quartiers nord. Puis j'ai compris que tu ne voulais pas changer qui j'étais. Tu voulais juste m'aimer. Et moi, j'ai appris à t'aimer aussi. Pas parce que tu es riche, mais parce que tu as les yeux gentils, comme disait maman Marina. Grand-mère Céline m'a dit que l'amour, ça se partage, ça ne se divise pas. Maintenant, j'ai 2 personnes qui m'aiment, et moi j'en aime 2 aussi. C'est comme si mon cœur avait grandi. Merci de m'avoir cherché pendant 15 ans. Merci de ne pas avoir abandonné. Et merci de m'avoir appris que les familles, parfois, elles ne naissent pas. Elles se construisent. Ton fils qui t'aime, Louane PS. Grand-mère Céline dit qu'elle veut bien apprendre à conduire ta Bentley. Moi, je pense qu'elle plaisante, mais avec elle, on ne sait jamais. Augustin serra la lettre contre son cœur, les larmes coulant librement sur ses joues. Autour d'eux, la fête continuait, mélange incroyable de rires d'enfants, de conversations en provençal et de discussions d'affaires. Céline s'approcha, un plateau de navettes marseillaises dans les mains. « Alors, patron, dit-elle avec un clin d'œil complice, cette Bentley, elle se conduit comment ?» Et pour la première fois depuis 15 ans, Augustin éclata de rire. Un rire libéré, joyeux, qui résonna dans tout le jardin et qui parlait de famille retrouvée, d'amour reconstruit et d'espoir enfin apaisé. Aimez-vous cette histoire touchante? Si cette histoire de retrouvailles et d'amour familial vous a ému, n'hésitez pas à liker cette publication et à la partager avec vos proches qui apprécient les beaux récits humains. Racontez-nous en commentaire. Croyez-vous aux coïncidences du destin? Avez-vous déjà vécu des retrouvailles marquantes? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires émouvantes qui célèbrent les liens familiaux et la beauté des secondes chances. Ensemble, partageons ces moments qui nous rappellent que l'amour triomphe toujours.